Rebonjour, donc nous voici dans notre deuxième keynote de la journée après Religion. On a le plaisir d'accueillir Xavier Brochard. Xavier Brochard est un personnage extraordinaire puisque Xavier Brochard a eu l'occasion de vivre 15 ans en Chine. Et on s'est dit que dans ce format Health Tech, on aimerait aussi vous donner un peu une vision du monde différente de celle de la France. Donc la Chine concentre toutes les technologies, les accélérations, concentre toutes les attentions au niveau mondial. Et Xavier, tu es professeur à l'EFAP à Shanghai, voilà. À l'ESCAR. Si. Et donc tu parles couramment chinois. Voilà, oui, je suis parti en Chine il y a quelques années, tout d'abord pour y étudier et ensuite pour y travailler, et notamment dans le monde de la santé, puisque je suis le seul membre de ma famille à ne pas être médecin. Donc un peu comme Astérix et Obélix, qui est tombé dedans quand il était petit. Je suis très fortement intéressé au monde médical, mais d'un point de vue plus marketing et commercial. Donc voilà, merci pour l'introduction. On t'écoute. Ouais, et donc, merci à tous, bonjour à tous qui nous écoutez. Donc, je vais vous faire une petite présentation keynote pour vous expliquer un petit peu les changements dont j'ai pu, auxquels j'ai eu la chance de pouvoir assister en fait pendant une quinzaine d'années sur place en Chine. On va dire aussi bien en tant que moi-même patient, puisque je connais pas mal le système de santé chinois, mais aussi en tant qu'acteur, puisque j'ai travaillé en agence digitale et notamment chez Publicis et chez Macan Santé, et à chaque fois donc pour aider les sociétés pharmaceutiques en Chine à promouvoir leurs différents produits, puis travailler aussi sur des projets d'innovation chinois. Donc tout de suite, je voudrais quand même refaire un petit, pas un rappel, mais expliquer un peu ce qu'était le système de santé chinois, et qu'il l'est encore un petit peu aujourd'hui, puisque la Chine, c'est un grand pays. C'est un pays qui fait quand même 17 fois la France, et c'est pas forcément un pays très uniforme. Donc le système de santé chinois, à l'origine, c'est un système qui est quand même extrêmement basé sur les hôpitaux. Il n'y a pas vraiment de médecine de ville. Il y a quelques cliniques privées, mais il y a aussi des hôpitaux publics qui sont en fait la majorité du système de soins, c'est 96% des établissements de santé en Chine, et des hôpitaux qui ont des tailles gigantesques, un petit peu comme tout ce qui se passe en Chine. Ensuite, il y a un nombre important de patients. Je pense que vous pouvez peut-être voir la photo à l'écran, qui va peut-être vous rappeler les premiers épisodes, les premières semaines du Covid en Chine, où on voyait en fait des gens faire la queue dans un hôpital avec leur tabouret. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça reste comme ça dans la plupart des hôpitaux chinois encore aujourd'hui. Il y a énormément de monde qui vient en fait consulter les médecins. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très gros problème en fait de triage et d'accès aux soins au début. On n'a pas forcément un système avec une médecine de ville qui vous permet d'abord de voir un généraliste qui vous envoie vers un spécialiste. Quand vous avez un souci, vous allez directement à l'hôpital en Chine. Donc ça crée un engorgement. Cet engorgement est encore plus problématique du fait aussi du sous-effectif des professionnels de santé chinois. Là, je vous ai pris les exemples en exemple, en fait, pour illustrer ce point, les chiffres de l'OCDE. On se rend compte qu'en Chine, il y a 2 médecins pour 1000 habitants et 2,7 infirmières pour 1000 habitants. À titre de comparaison, la France, c'est quasiment double en termes de médecins. On est à 3,4. Et en Autriche, qui est le pays le plus équipé, si je peux le dire comme ça, on a 5,7 médecins par 1000 habitants. Et les infirmières, en Norvège, on est à 17 infirmières et aides-soignants par 1000 habitants. Donc, les médecins, les infirmières sont en sous-effectif. Il y a un très gros problème aussi de carrière en Chine. Énormément d'étudiants abandonnent les études de médecine au bout de 4 ou 5 ans parce que la carrière n'attire pas vraiment. Donc quand on dit aussi professionnel de santé en sous-effectif, je mets quelques photos prises dans des hôpitaux où on se rend compte que les gens font la queue, on a des patients qui sont extrêmement nombreux, des patients qui dorment sur place avec leur famille aussi, la veille d'un examen ou pendant des périodes d'hospitalisation plus longues, et pour lesquelles aussi la famille est non seulement présente pour soutenir en fait le membre de sa famille qui est patient, mais également pour parfois quasiment procéder à des actes médicaux. C'est la photo qu'on peut voir en haut à droite où on se rend compte que donc, le médecin à gauche est en train de noter et c'est le papa qui est en train de prendre la mesure et la température de sa fille. Donc ça, c'est encore des images assez extrêmement courantes en Chine.
Ensuite, on peut se dire qu'il y a un problème d'accès aux soins, forcément parce qu'il y a énormément de personnes dans les hôpitaux. On se rend compte aussi que la Chine est un pays quand même assez rural. Donc vous avez énormément de personnes sur les villes côtières, mais dès qu'on rentre dans le pays, la ruralité est quand même assez présente et qui ne permet pas en fait d'offrir exactement les mêmes qualités de soins qu'en ville, que dans les hôpitaux en ville. Et donc ça, c'est un point très important. Et le dernier point que je voulais illustrer en bas à droite, c'est un petit cartoon qui est malheureusement rappelle aussi une réalité. Il y a des violences hospitalières qui sont très importantes vis-à-vis des médecins, des aides-soignants. Un médecin voit en moyenne 60 à 80 patients par jour. Quand on détaille le nombre d'heures, ça fait 3 à 5 minutes par patient et ça va extrêmement vite. Il y a une pression qui est énorme et donc les médecins sont soumis à une pression extrêmement forte. Un autre souci du système de santé chinois, le problème de qualité des produits. Donc ça peut être un problème de qualité des produits, des équipements médicaux qui sont utilisés. J'ai moi-même travaillé dans l'équipement médical en Chine pendant plusieurs années et on se rend compte qu'une dizaine d'années après, on retrouve les mêmes acteurs, des acteurs qui se consacrent soit uniquement au marché chinois ou soit qui peuvent se consacrer au marché international puisqu'il y a des standards et des normes qui sont plus importantes. Donc on se rend compte aussi que l'équipement médical utilisé en Chine n'est pas toujours de la meilleure facture et principalement des problèmes de coût. Il y avait aussi jusqu'à récemment des très gros problèmes de contrefaçon de médicaments. La Chine est le premier pays au monde producteur de médicaments contrefaits. Toutes les publicités qu'on peut voir sur Internet, pour acheter du faux Viagra, tout est forcément fabriqué en Chine. Mais en fait, le premier à pâtir de ces contrefaçons, c'est le patient chinois en Chine. Donc tout cela, pour résumer, c'est une qualité de soins et un service médical rendu, comme on dirait chez nous, qui est assez faible et qui est assez frustrant. Donc ça fait partie en fait du constat qui a été fait par les autorités chinoises, donc vers la fin des années 2000. Et ensuite, en ajoutant à cela aussi une prévalence en forte augmentation des maladies chroniques. Je pense que tout le monde a entendu parler de la pollution en Chine. J'ai eu la chance de travailler sur des problèmes d'asthme en Chine. L'asthme en Chine est en train de faire des ravages. Pareil pour l'obésité infantile, à cause du changement de régime alimentaire. Et pareil aussi pour tout ce qui est maladie pulmonaire à cause du tabac. Donc, avant de passer à la partie suivante, c'est un constat qui a été fait par les autorités chinoises. Et ces autorités chinoises se sont dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Bien évidemment, la Chine est un pays qui fonctionne par plans quinquennaux. Et à l'élection de Xi Jinping pour la première fois qu'il dirigeait le pays, lorsqu'il est devenu premier secrétaire du Parti communiste chinois, il a bien indiqué que l'amélioration des services de santé chinois était clairement une priorité pour ce pays. Donc parallèlement, depuis la fin des années 2000, c'est aussi déclenché une révolution digitale. Alors cette révolution digitale est assez simple à comprendre pour quiconque va sur place. La plupart des Chinois utilisent leur téléphone portable. Il y a différents sauts technologiques et aujourd'hui, un jeune Chinois qui va se connecter sur Internet, 99% du temps, il ne le fera jamais par un ordinateur. La plupart des Chinois ne savent plus ce qu'est un clavier d'ordinateur puisqu'ils utilisent tous leur téléphone portable. Donc on peut le voir ici que 98% des internautes chinois sont mobiles, se connectent via le mobile. Et c'est une donnée extrêmement importante puisque si vous êtes opérateur de santé ou si vous êtes créateur de start-up, vous allez prévoir tous vos services de façon à ce qu'ils soient directement intégrés par le mobile. Donc il y a aussi également des bombes technologiques, notamment sur la vitesse de l'Internet. La 3G est arrivée au moment de l'iPhone 10, au début des années 2010. La 4G s'est rapidement généralisée dans tout le pays. Et enfin, la Chine, en 2020, est en train de déployer à très grande échelle ses antennes 5G. Je pense que tout le monde est en train d'entendre les problématiques de 5G en France, avec notamment un acteur chinois qui est extrêmement important, Huawei. En Chine, c'est une réalité, la 5G fonctionne aujourd'hui dans les grandes villes de Chine, le fonctionne même assez bien. On voit même qu'elle a servi pour le Covid dans différents cas.
Ensuite, l'avènement du e-commerce est une fonction extrêmement importante. La Chine a énormément développé en fait son Internet de par le commerce qui était effectué. Donc les sites e-commerce se sont très rapidement développés, notamment les applications. Vous connaissez tous une société comme Alibaba, et Alibaba qui est le numéro 1 en fait du e-commerce en Chine et voire du e-commerce mondial, et qui a permis en fait à des millions de Chinois aussi, des millions d'entrepreneurs de pouvoir créer leur boutique en ligne. Et à cela s'est ajoutée une autre problématique que les spécialistes du e-commerce citeront assez fréquemment, qui est la logistique du dernier kilomètre, qui n'est pas quelque chose d'extrêmement simple en fait à faire en Chine, puisqu'on a expliqué la Chine est un très grand pays avec une partie urbaine et une partie rurale. Et ces 3-4 dernières années, les grandes entreprises de logistique ont notamment SF Express, peut-être que vous en avez entendu parler, ont résolu en fait, ce problème de logistique du dernier kilomètre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en Chine, dans un milieu, un petit village, vous pouvez commander quelque chose depuis votre application et vous serez livré dans les 12 heures, même si la plus grande ville à côté de chez vous est à 200 km. Enfin, le modèle d'utilisation intensive et raisonnée des données, je dirais ça là comme ça. En Chine, il y a une forte appétence à l'utilisation des services en ligne. Cela implique aussi un accord en fait, des utilisateurs pour que leurs données soient utilisées. Alors pour cela, en fait, on se rend compte que les Chinois n'ont aucun souci sur l'utilisation de leurs données. Différents facteurs pour cela. Il y a forcément un facteur historique, avec la révolution culturelle, où il y a eu beaucoup de soucis lorsqu'on essayait de cacher des choses. Donc les Chinois, lorsqu'ils sont en ligne, ne cachent plus forcément grand-chose. Ensuite, il y a eu la fin de l'anonymat sur Internet, qui est arrivée en 2017. Chaque adresse IP, chaque appareil qui est connecté à Internet doit être relié à une identité en Chine et doit être relié à un numéro de portable. Et chaque numéro de portable, vous ne pouvez pas ouvrir une ligne de numéro de portable sans de présenter une pièce d'identité. Ce qui fait qu'il y a une très grande confiance dans les services de l'Internet, et il y a eu une baisse de la criminalité en ligne aussi en Chine à cause ou grâce en fait à ce changement de loi. Et enfin, les entreprises chinoises de l'Internet ont très vite compris que spammer, ça allait plus rapporter, ça allait plus provoquer des soucis qu'autre chose. Et donc, quand on va parler d'un service comme WeChat, qui est l'application la plus utilisée par les Chinois, qui utilise énormément vos données, mais contrairement aux grandes entreprises qu'on connaît ici, comme Facebook, Google ou Amazon, ça ne va pas forcément être pour affiner un ciblage publicitaire pour vous, mais ça va être plutôt pour affiner des services par rapport à vos préférences. Et cela, en fait, les développeurs des applications chinoises essayent vraiment de faire très attention à ne pas utiliser des données à des fins trop commerciales et des fins qui seraient, pour l'utilisateur final, trop ennuyeuses. Donc, pour terminer rapidement ce point, il y a eu la révolution digitale qui était en train de se créer, et donc on parle souvent en fait des BAT, donc des Baidu, Alibaba et Tencent. D'ailleurs, Baidu ne fait plus partie des grandes entreprises depuis quelques semaines, c'est en train de couler. Baidu a été un des premiers à agir en fait dans la santé en créant un annuaire en ligne. Baidu a aussi eu des très gros soucis puisque Baidu, contrairement à Google, vendait énormément de publicité pour des produits de santé, pour des établissements de santé et pour des cliniques privées qui étaient souvent qui étaient souvent des arnaques, jusqu'en 2016, lorsqu'il y a un patient chinois qui était très jeune, qui avait 21 ans, qui a utilisé en fait des produits recommandés et des procédures recommandées via des publicités de Baidu. Ça a créé un espèce de drame en Chine, puisqu'il s'est filmé lors de ces derniers jours en expliquant que les publicités de Baidu étaient assez mensongères. Et le président chinois, Xi Jinping, a tapé du poing sur la table et Baidu était littéralement sorti en fait du jeu, sorti de l'industrie de la santé, alors que Baidu avait constitué un annuaire de médecins extrêmement important. Le deuxième grand acteur, et qui est aujourd'hui quasiment le premier, c'est Alibaba, qui a créé Ali Tiankong. Ali Tiankong, c'est-à-dire Alibaba Santé en Chine, et qui s'est vraiment basé sur des systèmes de e-commerce en pharmacie. Et le troisième, Tencent, qui est la société mère de WeChat, l'application la plus utilisée en Chine. Tencent n'avait pas créé d'application santé à l'origine, mais
plutôt utilisé ces fonds pour investir dans des sociétés chinoises du domaine, et notamment WeDoctor, dont on va en reparler juste après, qui s'appelait à l'origine Guarao, qui s'est renommé, et Tencent a été le premier grand investisseur dans cette société, et ça a aussi offert l'opportunité à Tencent d'investir dans bien d'autres startups chinoises. Donc l'impact du digital chinois sur le monde de la santé, on en parlait il y a quelques secondes. Donc voici le portail aujourd'hui de WeDoctor. Donc là, je vous fais une copie d'écran d'un ordinateur. Vous imaginez bien que la même application sur un téléphone portable, c'est un petit peu différent. Et c'est intéressant puisque, rappelez-vous, on disait il y a quelques secondes que l'accès aux soins est extrêmement compliqué. En Chine, lorsque vous allez à l'hôpital, vous devez d'abord vous enregistrer pour obtenir un numéro et être rentré dans le système. C'est un système, c'est une tâche qui peut prendre plusieurs heures sur place quand vous le faites. Et le Guarao, au départ, c'est un verbe chinois qui veut dire s'enregistrer et prendre un numéro. Une société a décidé de prendre ce nom pour créer guarao.com pour justement résoudre ce problème d'accès aux soins et permettre de faire toute cette procédure en ligne. Cette société a connu un très grand succès et donc a reçu un investissement aujourd'hui de Tencent fort important et aujourd'hui a étendu ses services pour offrir de la consultation en ligne. Aussi, donc, une autre facette en fait du digital chinois, suite au grand plan lancé par Xi Jinping vers la fin de l'année 2014, c'était le premier concept de l'hôpital Internet. Et cette première hôpital Internet a été d'ailleurs lancé à Wuzhen, la ville qui accueillait le Forum mondial de l'Internet. Et l'objectif, c'était de pouvoir montrer qu'avec des patients et des infirmières, on pouvait procéder à des consultations avec des médecins qui étaient situés à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est des problèmes qui sont fort intéressants, la ruralité, la désertification médicale, des problèmes que l'on connaît en France aussi. Et la Chine est arrivée très tôt, il y a 5-6 ans, avec déjà ses premières solutions. Ensuite, on a eu une explosion des services de consultation en ligne. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de services de consultation en ligne. Celui de la droite, on va retrouver donc Guarao, qui était le système pour prendre un numéro qui a créé son service de consultation en ligne. À gauche, on a Ping An, qui est le plus grand assureur chinois, qui compte 600 millions de clients en Chine et qui comptait à la fin de l'année 2019 300 millions de patients qui se connectaient au minimum une fois par mois pour consulter un médecin. Pendant le Covid, ils ont une augmentation de 50 millions d'utilisateurs. Donc ils se retrouvent à la fin du mois de juin avec 350 millions d'utilisateurs en ligne. Donc aujourd'hui, on assiste à la multiplication de ces plateformes et qui commence aujourd'hui à rentrer dans une certaine différenciation pour attirer le client. On commence à offrir des services de médecins de famille, des médecins référents. Vous payez un abonnement à l'année et vous pouvez consulter votre médecin de famille à n'importe quel moment. Alors, on a vu l'évolution de Doctolib pendant ces 6 derniers mois, aussi bien d'un point de vue patient que d'un point de vue médecin. Pour moi, c'est fort intéressant de voir que Doctolib met en ligne la consultation en ligne. Et j'imagine que Doctolib garde un œil très précis sur ce qui se passe en Chine pour voir l'évolution de ces services de consultation en ligne et voir s'il y a peut-être des choses à prendre ou peut-être des choses à éviter. On va voir. Donc ensuite, le développement des pharmacies en ligne, on en a parlé. Ça, tous les acteurs de l'e-commerce ont commencé à s'y mettre dessus. Mais pour avoir une pharmacie en ligne, soit il faut vendre de l'OTC, soit il faut avoir des prescriptions médicales. Pour cela, il faut ajouter un système de consultation. Donc ici, je voulais mettre une petite vidéo pour essayer de vous expliquer en 2 minutes ce que c'était que d'aller dans un hôpital chinois et de suivre le parcours donc, de cette jeune chinoise qui va à l'hôpital. Voilà, donc elle rentre à l'hôpital, elle montre son QR code. C'est une vidéo que j'ai faite à base de vidéos prises sur TikTok, en Douyin, qui est la version chinoise de TikTok. Et donc plusieurs heures d'attente après s'être enregistré pour voir un médecin. Et donc ici, on a la comparaison, en fait, il y a une consultation en ligne. Je la passe d'abord très vite et ensuite, on va la détailler. Et on va voir un peu ce qui se passe. Donc on voit le médecin qui peut soit consulter depuis son téléphone portable, soit depuis un ordinateur. Le patient, lui, reste sur son téléphone portable. Il a partagé ses examens en prenant une photo, en les scannant et en envoyant directement au médecin. Et la consultation va s'effectuer en 4-5 minutes.
et l'entièreté du process va prendre très rapidement. Donc la prescription sort et ensuite les médicaments sont envoyés. Donc si on revoit la même vidéo, donc c'est une vidéo qui a été faite sur des vidéos chinoises prises au mois de juillet. Donc on montre son QR code pour montrer patte blanche. On prise de température en fait à l'entrée de l'hôpital chinois. Ensuite on fait la queue. Donc on l'a déjà à faire la queue pour obtenir son numéro, ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures. Une fois que vous avez votre numéro, vous attendez avec votre numéro qui soit appelé, et ensuite vous voyez le médecin, et le médecin, ça va durer 3 minutes. Donc en général, on attend 3 heures pour voir un médecin 3 minutes. Ici, en ligne, on ouvre une des applications de consultation en ligne, on recherche le médecin, les médecins sont notés, ils ont différentes étoiles. Ensuite, une fois qu'on a choisi le médecin, on partage avec ce médecin ses différents résultats d'examen, ou toutes informations qui sont nécessaires pour la consultation. Le médecin en prend connaissance. Le médecin va vous poser différentes questions et va pouvoir poser un diagnostic, si besoin, faire une prescription. Et cette prescription vous sera envoyée directement par coursier. Donc voilà comment ça se passe à peu près tous les jours et voilà à peu près le temps qui est gagné pour les patients en allant directement, en utilisant une application de consultation en ligne, plutôt que de se déplacer à l'hôpital chinois. Donc un autre concept qui a été lancé par un des 3 grands acteurs dont on vient de parler, Ping An, qui est la clinique 1 minute de Ping An. Donc vous avez un espèce de distributeur automatique collé à une mini cabine. Vous rentrez dans cette cabine, vous avez le droit à une consultation. Cette même consultation qu'on vient de voir et qui va déboucher éventuellement sur une prescription, soit une prescription d'un médicament sur ordonnance, soit sur un produit OTC que vous pouvez aller chercher dans le distributeur qui est là sur la gauche. Et ensuite, ce distributeur, vous pouvez l'utiliser aussi sans consultation. Je sais qu'il y a un acteur français qui connaît beaucoup de succès en ce moment, H4D, sur ses cabines en ligne. Là aussi, donc cette cabine est développée depuis 3 ans en Chine et c'est quelque chose qui est fort intéressant. Là aussi, il y a peut-être de l'inspiration à aller prendre pour comprendre comment fonctionnent les choses en Chine. Parallèlement à tout ce développement, qui dit monde de la santé dit différentes communautés. Donc ça peut être des communautés de médecins généralistes, de spécialistes, d'infirmières, de toutes les différentes, et aussi de patients. Et donc, il y a une forte emphase qui a été mise aussi sur le développement de ces communautés en ligne, avec des portails réservés pour les médecins. Le meilleur exemple, c'est Ding Xiangyuan. C'est un portail aujourd'hui qui compte 4 millions d'utilisateurs médecins qui sont enregistrés. Sur 4,5 millions de médecins en Chine, c'est pas mal. Et aujourd'hui, Ding Xiangyuan s'est imposé, en ayant reçu une seule fois un investissement en 2014 d'Alibaba, s'est imposé comme une société qui est extrêmement forte, qui propose une dizaine d'applications différentes, de fonctions, si vous êtes patient ou si vous êtes médecin, ou si vous travaillez dans une aire thérapeutique précise. C'est aussi, en passant, le premier site d'emploi dans la santé en Chine. Donc la santé digitale est en Chine pendant le coronavirus. Là, je veux aussi essayer de vous montrer ce qui s'est passé pendant le coronavirus avec les applications. Xavier, on a beaucoup de questions sur l'intervention. Pas de souci. Notamment, j'en prends une qui ressort beaucoup. C'est notamment la liberté individuelle. Oui. En Chine, on sait que là, tu as dit l'IP, machin, tout ça. La reconnaissance faciale, la localisation de la personne. Oui. Là-bas, ils n'ont pas de problème avec ça. Alors, ils n'ont aucun souci avec ça. C'est un point très important. Pour moi, je détaillais un petit peu tout à l'heure, je peux en parler un peu plus. Il y a différents facteurs qui font que les Chinois laissent leurs données être utilisées. Le facteur historique, ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, ça se dénonçait dans tous les coins. Et si on avait quelque chose à cacher, c'était quelque chose qui était forcément mal vu. Donc aujourd'hui, ça reste. C'est resté dans l'éducation, c'est passé dans l'éducation des personnes. Et aujourd'hui, il faut être un petit peu blanc comme neige. Parce que si on ne l'est pas, forcément, on passe de l'autre côté de la muraille, si on peut le dire ça comme ça. Et forcément, on est dans l'illégalité et on fait quelque chose qui n'est pas clair, pas net. Et ça, socialement, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu. Le chinois est ultra transparent et s'il cache quelque chose... Alors, pas ultra transparent, mais s'il doit montrer patte blanche pour obtenir un service, il va le faire. Ce qui fait que lorsqu'il installe une application comme WeChat, WeChat lui demande sa localisation en temps réel, s'il veut pouvoir utiliser WeChat, forcément, il va accepter. Il n'a pas le service. Et sinon, il n'a pas le service non plus.
D'accord. Donc voilà. Peut-être une autre question, c'est par rapport à tous ces nouveaux outils d'interaction entre le médecin et le patient, comment l'industrie pharmaceutique locale, elle arrive à interagir? Est-ce qu'elle utilise aussi parce que la visite médicale, on va dire, s'ils n'ont pas le temps, si les médecins n'ont pas le temps de recevoir, par exemple, la visite médicale pour voir des patients, comment finalement se font les interactions? C'est fort intéressant comme question, et la réalité, c'est que la plupart des plateformes qu'on vient de détailler, qui mettent en relation les patients et les médecins, donc en général, vous avez deux applications. Une application, la version patient, qu'on pourrait utiliser, vous et moi, et une application avec une version médicale pour le médecin. Et pour que cette application soit intéressante, qu'elle ne soit pas qu'une application d'échange avec son patient, il y a aussi tout un éditorial qui est créé, donc avec des équipes qui créent des articles fort intéressants. Donc si vous êtes gastro-entérologue, vous consultez en fait avec des médecins via cette application. Quand ces consultations sont terminées, l'application veut essayer de vous garder sur son interface, et donc va vous proposer des articles en rapport avec la gastro-entérologie. Et là, il y a forcément des possibilités de sponsoring pour les labos pharma, pour les sociétés d'équipement médical, et aussi pas mal de ces applications qui ont soit développer ce propre service de formation médicale en ligne, puisque c'est à peu près les mêmes critères en Chine. Vous devez avoir tant de points à l'année pour continuer de garder votre licence de médecin. Et vous devez passer... Alors, soit vous pouvez faire une partie de cette formation médicale en ligne, parce que ces plateformes, c'est un grand enjeu pour elles. Je garde le médecin, je veux que le médecin fasse tout via ma plateforme, qu'il consulte ses patients, qu'il puisse faire des prescriptions et puisse se former aussi. Ou ces plateformes font des partenariats avec des plateformes spécialisées de formation médicale en ligne. Intéressant, parce que ça peut laisser envisager que nos plateformes de téléconsultation en France, qui pourraient multiplier les services de contenu, de formation et voire peut-être d'interaction avec la pharma. Absolument. Quand on parle d'un Doctolib, Doctolib peut commencer carrément à créer un portail médecin. Ils ont les agendas en plus. Donc. Ils ont les agendas, et puis surtout, ils peuvent proposer des formations. Ou bien, on peut s'imaginer, dans un futur assez proche, que le médecin va brancher en fait son compte de points de crédit de formation de FMC directement dans Doctolib, et Doctolib puisse lui présenter différentes opportunités de se former. Donc, on va reprendre très rapidement la veille technologique qui a été faite. Alors, c'est un document qui a été fait par les conseillers du commerce extérieur français en Chine. C'est une organisation de personnes qui travaillent sur place depuis très longtemps et qui observent ce qui se passe. Je vais aller très vite, c'est un document que vous pouvez retrouver en ligne. Donc la gestion épidémiologique avec différents QR codes qui ont été créés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce au Covid en France, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un QR code. Le QR code en Chine est utilisé maintenant de manière extrêmement importante depuis littéralement 4 ou 5 ans. Et donc le QR code est utilisé par exemple par les services d'immigration lorsque vous arrivez en Chine pour répondre aux différents questionnaires. Et aussi pour, aujourd'hui, on va le voir sur la slide après, pour créer son propre QR code avec un code couleur. C'est qu'en Chine, les applications ont toutes vos informations. On sait si vous êtes déplacé ou pas. WeChat, quand vous utilisez WeChat et que vous êtes chinois, vous devez donner l'accord pour que l'utilisation utilise vos données géographiques. Eh bien, basé sur ces données géographiques, en fonction de vos déplacements dans des régions qui étaient plus ou moins à risque, vous étiez capable d'éditer un QR code qui avait une différente couleur. Un QR code vert, c'était vous n'êtes pas allé dans une région à risque les 2 dernières semaines, donc vous n'êtes pas forcément à risque. Si c'était orange, là, ça peut être compliqué, parce qu'il y avait dire que ça manquait de données, ou bien il y a des données qui prouvent que vous étiez dans une région à risque, et QR code rouge, et que vous étiez limite, vous étiez vraiment allé dans une région à risque. Donc ça, c'était un QR code qui s'est enrichi en fait de ces données de géolocalisation, mais également d'autres données, Alibaba, qui permettaient de voir si vous consultiez et achetiez des médicaments. Alors c'était pour tout vous dire, assez polémique, puisque à un moment, la Chine, le gouvernement chinois, et notamment de une province du Zhejiang, qui est la province de Alibaba, voulait aller plus loin et ajouter plus d'informations pour obtenir ce QR code. Et là, il y a eu pas dire un mouvement de foule, ça n'existerait pas en Chine, mais il y a eu un petit retour, en fait, un petit rappel à l'arrêté et les Chinois ont exprimé le fait qu'ils ne voulaient pas que toutes leurs données soient partagées complètement en ligne. Donc un exemple de QR code que j'ai moi-même édité pour moi quand j'étais en France, puisque en France c'était à l'époque une région qui n'était pas encore à risque au mois de mars, et donc on voit à droite que vous montriez ce QR code pour prendre le bus, pour prendre le métro et pour rentrer dans les magasins. Donc tout le long du mois de mars, du mois d'avril, les personnes que je connais sur place, les amis, mes étudiants m'expliquaient que pour aller dans un magasin, pour aller dans un restaurant, d'abord il fallait montrer patte blanche, montrer son QR code vert, et ensuite scanner un autre QR code pour vous dire vous êtes enregistré en tant que personne qui a passé 15, 20, 1 minute, 1 heure dans ce restaurant. C'est un peu la traçabilité ou le stop Covid façon chinoise.
Ensuite, on a eu d'autres usages qui ont été développés, la reconnaissance faciale avec la prise de température en direct. Ça fonctionne très bien en Chine. Ça fonctionnait déjà avant, en fait, pour tout vous dire. Ensuite, toutes les plateformes santé dont on a parlé, qui mettent en relation patients et médecins, qui ont développé énormément de services pour les patients. Sur la droite, on va se rendre compte aussi que la 5G permettait en fait de pouvoir désengorger certains départements d'hôpitaux chinois qui croulaient sous le boulot par rapport aux radiographies interprétées et envoyer en 5G les radiographies à d'autres hôpitaux qui avaient un petit peu moins de cas à traiter pour éventuellement poser un diagnostic. On se rend compte aussi on avait des cartes de géolocalisation des cas de Covid. Donc vous pouviez savoir littéralement si dans votre résidence, dans le quartier de votre ville, combien de personnes avaient eu le Covid. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement borderline d'un point de vue français, mais qui en Chine est tout à fait normal. Voilà, enfin, les applications de services. Donc, on voit Ding Xiangyuan, qui est le plus grand portail chinois pour les médecins, qui a créé toute une interface de patients et qui permettait de suivre au jour le jour l'évolution des cas dans votre quartier, dans votre province, et qui était capable aussi de vous proposer différents services. Et donc, cette application a été faite par tous les grands acteurs chinois, Alibaba, Tencent, qui ajoutaient aussi, eux, ensuite, leur propre service de divertissement, puisque quand on reste 24 heures sur 24 à la maison, c'est ce que c'est. Et à un moment, on a besoin de se divertir, on a besoin de faire ses courses en ligne. Et donc, Alibaba, avec Alipay, et Tencent, avec WeChat, sont aussi les grands gagnants de cette crise en Chine. Donc ensuite, d'un point de vue international, ce qui est plus intéressant, donc on se rend compte que Ping An, qui est la société avec ses 350 millions de patients, a proposé des services de consultation en ligne internationaux. Et la même chose qui a été faite par Tencent, et également offrir plus de littérature médicale internationale, puisque la Chine étant le premier pays à avoir subi cette crise avec quelques informations à pouvoir partager avec le monde. Et on se rend compte que Alibaba a carrément créé un groupement qui regroupe tous ces services et qui a quasiment édité une dizaine de guides, dont certains dans plus de 23 langues différentes, pour vous expliquer aux équipes médicales quels étaient à peu près les meilleurs traitements qui avaient été utilisés en Chine, ceux qui avaient donné le plus de résultats, comment monter un hôpital en une semaine. C'est aussi, vous avez le guide en haut à gauche. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir ce site qui est assez fascinant. Tout cela pour résumer, en fait, donc ça c'est le guide en 23 langues, résumer un article de Libération qui est sorti la semaine dernière avec le docteur Zagouri qui est sur place et qui résumé les choses très bien et qui explique que, à cause du Covid, on se rend compte que le centre de gravité du monde géopolitique a changé, et spécialement au niveau de la santé. Et on se rend compte qu'en Chine, il s'est passé différentes choses. Il explique aussi que la Chine était bien armée pour le Covid, puisqu'elle avait déjà connu le précédent du SRAS. Moi-même, j'étais en Chine en 2003 pendant le SRAS et j'ai dû rentrer dans les mêmes conditions que les gens ont dû rentrer cette année. Une population qui était déjà plus ouverte, en fait, à partager ses données et qui, en fait, a pas moyennement le choix aussi, on peut le dire. Et enfin, une digitalisation qui est extrêmement importante déjà en Chine. Okay. Pour terminer, les prochaines tendances, très rapidement, et les conseils pour vous tous, pour suivre ce qui se passe en Chine. Le résumé, on va dire que les Chinois ont vraiment diviser le système de santé en 3 grandes parties. D'ailleurs, ils ont un acronyme en chinois pour l'expliquer. Et la première partie qui est vraiment la consultation et résoudre tous ces problèmes de présentation du patient auprès du médecin. La deuxième partie, c'est le traitement médical en lui-même, la prescription, puis obtenir ce médicament, le suivi. Et enfin, la troisième partie, c'est l'assurance. Et donc, on se rend compte, on peut le voir en bas de l'écran, qu'on a les grandes sociétés, que ce soit Tencent, que ce soit JD, ou que ce soit Alibaba, qui sont des grandes sociétés du e-commerce, qui sont plutôt sur la partie centrale et qui ensuite ont fait des investissements avec d'autres sociétés qui sont sur la partie consultation. Et on se rend compte que le plus grand assureur chinois est la plateforme la plus populaire aujourd'hui. Donc, on va assister à une évolution en fait de ces grands groupes qui vont développer leur super app, qui vont essayer de couvrir les besoins sur chacune de ces 3 grandes parties. Et toutes ces sociétés sont fortement encouragées par le gouvernement chinois, qui lui y voit en fait un moyen ensuite de pousser l'innovation digitale dans la santé en Chine.
Donc ici, quelques listes d'investissements que je vous laisserai consulter. N'hésitez pas à me contacter pour demander. Les 6 géants digitaux vont s'affronter, continuent de s'affronter, le font déjà, avec un concept de super application, puisque vous vous rendez compte, vous savez bien aujourd'hui que l'un des grands enjeux, c'est de simplifier au maximum pour l'utilisateur l'ensemble de ses services, et ils le font déjà très bien. On va avoir d'autres tendances sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de la 5G ou la blockchain. D'ailleurs, il y a du nouveau sur la blockchain depuis hier en Chine. Mes conseils pour poursuivre, multipliez vos sources d'informations dans les différentes langues et surtout recoupez-les, parce que lorsqu'un média sort quelque chose, il faut toujours vérifier l'information, et si vous pouvez, rendez-vous sur place, essayez de passer une semaine en Chine pour essayer de comprendre vraiment comment ça se passe, et c'est assez fascinant de mon point de vue. Voilà. Merci Xavier pour cette keynote extrêmement passionnante. La Chine reste effectivement un endroit intéressant pour s'inspirer aussi, pour peut-être aussi nos startups françaises et entreprises qui ont des idées. On va clôturer cette keynote. Alors sachez que des ateliers de networking sont déjà en place aujourd'hui qui ont commencé depuis il y a 2-3 minutes, notamment avec les présentations de 3 sociétés qui sont dans la partie session. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine table ronde qui va commencer dans quelques minutes. Une table ronde numéro 2 qui va être vraiment sur le parcours numérique du patient et comment l'industrie pharmaceutique peut-elle interagir avec les patients de manière numérique demain. Donc c'est un débat très intéressant sur le poids du numérique dans la vie des patients et comment demain on peut s'inspirer ou travailler de plus en plus avec ces nouveaux moyens. Voilà. Merci beaucoup et puis donc rendez-vous pour la prochaine table ronde. Merci.